Bonjour à tous. On attend une petite minute avant de démarrer. Le temps que tout le monde se connecte en direct. Eh bien, bonjour à tous. Il est 12h01. Je propose de commencer ce webinaire. En espérant que vous m'entendez bien, il y avait un petit bruit de fond là, qui revient. Je ne sais pas si quelqu'un passe aspirateur. Ça a l'air d'aller mieux. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est le dernier de la saison 2022, donc en léger décalage puisque nous sommes en janvier, des webinaires organisés par Syntec Conseil dans le cadre du prix académique. Syntec Conseil, c'est le syndicat professionnel des métiers du conseil en management, stratégie, recrutement et études, et qui, depuis 14 ans maintenant, organise un prix académique visant à récompenser des papiers de recherche de professeurs de grandes écoles, grandes universités françaises dans le domaine du management. En 2022, nous avons récompensé à mi-année 5 articles de recherche et un livre. Et donc, eh bien, il s'agit du 6e webinaire, puisque chaque papier de recherche et le livre ont le droit à leur webinaire. Et le dernier, c'est le livre. On termine par le meilleur, bien sûr. Le livre qui a été récompensé donc, en 2022. L'objectif de ces webinaires est, bien entendu, de mettre en avant le travail des chercheuses, puisqu'ici, nous avons 3 co-auteurs du livre que nous allons vous présenter, ou qu'elles vont vous présenter même dans quelques instants. Peut-être juste un petit mot d'introduction avant de passer la parole à Agnès. Ce livre que voici, Marketing durable, a reçu donc le Grand Prix de 2022 du prix Syntec Management avec la FNEJ. Pour plein de raisons, si j'en mettais 2 en avant, et on pourra compléter ensuite, d'une part, l'intérêt du sujet, marketing durable, le moins qu'on puisse dire, c'est un véritable sujet d'actualité et qui montre bien que quand on parle de développement durable, de sustainability, de RSE, ce n'est pas que de la théorie ou du greenwashing, et concrètement, ça peut jouer dans les stratégies même des entreprises, ici la dimension marketing. Et puis, second aspect, c'est que quand on a à lire 4-5 livres, parce qu'on avait 4-5 finalistes, ça a été le livre le plus agréable à lire. Alors, non pas que les autres n'étaient pas inintéressants, mais celui-ci était didactique, clair, vulgarisant d'une partie de la problématique. Et c'est aussi un enjeu, parce que nous sommes un jury professionnel, et donc on aime bien à la fois l'apport des chercheurs, et dans celui-ci, on l'avait, avec des bibliographies très riches, donc on voyait bien cette dimension recherche, mais également une dimension facile d'accès et qui fait que ce livre peut être lu aussi bien par des chercheurs que par des patriciens en entreprise qui vont travailler sur le marketing durable, ainsi que pour des consultants qui seront aussi des lecteurs, j'espère, de ce genre d'ouvrage. Donc voilà l'objet de ce webinaire et je passe tout de suite la parole à Agnès qui va introduire notre panel. Bonjour à tous, moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je fais partie de ce prix, du jury de ce prix académique depuis 3-4 ans maintenant et je trouve que c'est passionnant à chaque fois. C'est un gros boulot d'ailleurs de lire tous ces ouvrages et tous ces articles, mais c'est passionnant. Et d'ailleurs, si je pouvais témoigner d'une chose, c'est de la montée en puissance des sujets de RSE d'année en année dans les ouvrages qui nous sont soumis et dans les prix qui sont donnés. Le marketing responsable ou le marketing durable pour nous, moi je pense que c'est clé. Là, je prends ma casquette des enjeux des hommes, mais on a vu dans l'entreprise petit à petit les différentes fonctions être impactées par les enjeux de sustainability. J'imagine que les participants comme nous connaissent des travaux qui ont été conduits au niveau des achats responsables, de la communication responsable, de l'IT for Green, Green for IT. Je pense que la fonction marketing, pour le coup, a une responsabilité très particulière, alors qu'on est en train de parler de changement de business model. On voit bien que le marketing est au cœur du dispositif. On entendait l'autre jour à la conférence de l'ORS, Sylvien Lambert de Price, dire que dans l'étude qui est conduite chaque année auprès des 4000 CEO, apparaît cette année un sujet quand même très important
un résultat très important qui est que la moitié à peu près des CEO en question considèrent que leur business n'existera peut-être plus dans 10 ans. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet clé autour de la refonte des business models, des offres que les entreprises proposent à leurs clients. Et donc, l'enjeu autour du marketing est clé. Et du coup, je ne vais pas vous présenter, je pense, Siem, Adeline et Aurélie. Le mieux est peut-être que vous vous présentiez toutes les trois et que vous disiez aussi ce qui vous a conduit à vous atteler à ce sujet. Et peut-être un petit point pratique pour les gens qui sont en direct, n'hésitez pas à poser des questions dans le bouton en bas à droite, à côté de, vous avez normalement un bouton questions. Et puis, une fois faite la présentation par les auteurs, on passera un petit temps de questions-réponses avec elles. Très bien, Siem, tu veux démarrer ? Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là pour parler de ce sujet si important qui est le marketing durable. Donc moi, je suis Siem Dekili, je suis professeure à l'ESCA, École de Management. Je suis directrice de recherche et effectivement, c'est un sujet qui m'a toujours animée. Mon premier cours de marketing durable, je l'ai créé il y a 14 ans environ et j'étais ravie effectivement de me réunir avec Aurélie et Adeline autour de cette expérience pour dire un petit mot sur la motivation de cet ouvrage. Je pense toutes les trois on enseigne le marketing durable et on a bien noté le manque de ressources pédagogiques, de supports complets qui nous permettent de réaliser nos cours de la meilleure façon et on est vraiment parti de cette lacune pour créer un support. On a souhaité qu'il soit le plus complet possible à destination d'enseignants, des professionnels et des étudiants. Voilà, je passe la parole à mes co-auteurs. Bien, ravie également d'être parmi vous aujourd'hui pour échanger sur ce sujet qui nous tient vraiment à cœur. Aurélie Merle, je suis enseignant-chercheur à l'IAE de Saint-Étienne et au laboratoire Coactis sur les sujets autour du marketing et de la consommation responsable. Sur les objectifs de notre ouvrage, je crois que Siem a bien résumé le point. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce sujet-là. Bien, bonjour à tous. Adeline Ox, je suis professeure à Audencia Business School et je coordonne aussi le M1 Gaia, qui est un semestre de master dédié au management de la transition écologique et sociale. Et effectivement, peut-être un des éléments qui nous a extrêmement motivés aussi, ça rejoint les propos de Agnès, c'est-à-dire qu'il y a une urgence à transformer aussi nos métiers et notamment les métiers du marketing pour intégrer de manière approfondie les enjeux de la transition, ce qui nous a incité à cette collaboration et à cet ouvrage. Je propose qu'on passe à votre présentation. Vous avez fait quelques slides pour présenter les grandes lignes de votre œuvre. Eh bien, à vous. Très bien. Alors peut-être pour démarrer, dans l'auditoire, vous devez vous dire marketing et durabilité, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Marketing et durable, a priori, ça peut paraître opposé. Quand on pense marketing, on pense obsolescence programmée, on pense vendre toujours plus, on pense stimuler les désirs. Or, notre ouvrage, lui, il remet en cause cet oxymore. Notre objectif, c'est de réconcilier ces deux termes en se disant qu'on peut mettre le marketing au service de la durabilité. On pense qu'on peut utiliser les outils, la puissance, l'influence du marketing pour développer, pour imaginer, innover sur des produits et services qui réduisent leur impact sociaux et environnementaux. Donc, on vous a mis un schéma à droite, qui est la manière dont on conçoit le marketing durable. Alors, tout à l'heure, Agnès parlait du marketing responsable. Pour nous, marketing responsable, marketing durable, c'est deux mots qui peuvent être utilisés. Mais alors, qu'est-ce que le marketing durable? Alors, la définition, selon nous, qu'on a intégrée dans l'ouvrage du marketing durable, c'est que c'est un marketing qui crée une valeur. Alors ça, la valeur, c'est dans les fondements même du marketing. Mais la différence entre un marketing traditionnel et un marketing durable, c'est qu'il crée une valeur de manière systématique
sur 3 piliers qui sont la valeur pour l'entreprise, la valeur pour le consommateur et ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle la valeur étendue. Donc, on rajoute un cran de création de valeur qui vient s'ajouter en plus de la valeur consommateur et la valeur entreprise, qui est la valeur attendue, qui est la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, prenons l'exemple du vrac, par exemple. Le vrac, on sait qu'il y a une valeur étendue, même si on ne va pas rentrer dans le débat des emballages secondaires, etc., mais il y a une valeur étendue puisqu'on réduit les emballages. On peut imaginer qu'il y a une valeur pour l'entreprise, une certaine rentabilité à plus ou moins long terme. La question qui se pose, c'est quelle est la valeur pour le consommateur? Comment rendre cette offre, a priori, qui a une valeur étendue, attractive et désirable pour le consommateur? Le rôle du marketing, c'est d'ajouter cette brique et de voir comment on peut créer de la valeur, créer une attractivité produit à travers un marketing durable qui pousse effectivement des produits qui ont un impact plus faible sur l'environnement ou sociaux. Alors, l'objectif de notre ouvrage, c'est effectivement de savoir comment faire un marketing plus durable, comment faire évoluer nos pratiques, comment accompagner les consommateurs et aussi comment revisiter les 4 P du marketing. Donc, le marketing durable, c'est un plan de marketing durable. Donc, vous avez à gauche effectivement un schéma qui présente les différentes dimensions et qu'on va revisiter, qu'on va parcourir avec vous tout au long de ce webinaire. Mais ce qui est important aussi de prendre en considération, c'est quand on dit marketing durable, on suppose aussi un élargissement du scope du marketing. Ça veut dire que au-delà même de développer un mix plus durable, ça suppose aussi d'identifier de nouveaux indicateurs, de nouveaux KPIs, qui ne sont pas uniquement des indicateurs de niveau de vente, mais qui intègrent d'autres indicateurs qui prennent en compte cette notion de valeur étendue. Ça suppose aussi pour les marketeurs d'élaborer ou de s'approprier et de monter en compétence sur des nouveaux outils, notamment, par exemple, l'analyse de cycle de vie, ce qu'on appelle ACV. Il est nécessaire, il nous semble que cet outil doit être maîtrisé par les marketeurs pour intégrer l'impact du produit sur la totalité du cycle de vie. Mais ça suppose aussi d'élargir le scope du marketing en intégrant d'autres parties prenantes. Le marketing traditionnel, il a tendance à considérer uniquement le consommateur. Or, dans le cadre du marketing durable, on doit intégrer les fournisseurs, on doit intégrer les citoyens, on doit intégrer les médias, on doit intégrer la nature, donc un certain nombre de parties prenantes qui ne sont pas uniquement le consommateur. Ce qui suppose, et c'est le dernier point de cette slide, ce qui suppose que le métier du marketeur au sein d'une entreprise est extrêmement ouvert sur la totalité des autres fonctions support de l'entreprise. Par exemple, il sera proche de la comptabilité et notamment de la comptabilité extra-financière pour identifier, mettre en œuvre, s'approprier d'autres KPIs. Il va être proche de la supply chain ou de la logistique pour prendre en considération l'impact transport de l'acheminement de ses produits ou pour prendre en considération l'achat responsable ou le référencement de certains produits. Il va être proche du service de développement pour être capable d'intégrer d'une démarche d'éco-conception dans l'élaboration et dans l'innovation de ces produits. Donc, il y a une vraie aussi évolution au-delà même du contenu du marketing, mais d'organisationnel, d'intégrer et de travailler en collaboration étroite avec les autres fonctions de l'entreprise. L'idée par la suite, ça va être qu'on développe les 4 temps du mix de manière traditionnelle et de voir comment dans notre ouvrage, on a essayé de voir ce que ces enjeux de durabilité changeaient dans la manière dont on devait aborder ces 4 P traditionnels. Le premier qui est au cœur de la démarche, on revient sur ce que disait Agnès juste avant, c'est l'offre. Sans transformation en profondeur de l'offre, il n'y a pas de marketing durable possible. C'est vraiment la clé de voûte que de travailler sur cette éco-innovation. Dans l'ouvrage, on a traité deux temps. On a essayé de voir quels étaient les nouveaux outils, les nouveaux réflexes qu'on pouvait avoir dans le cadre d'un processus d'innovation. Et puis, on a aussi traité de voies d'évolution possibles de l'offre vers plus de durabilité. C'est ce que vous retrouvez sur le schéma qui est à l'écran, avec un focus qui est éco-innovation, en sachant qu'on peut intégrer aussi le côté socio-innovation en plus. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur la gauche
des possibilités qui sont sur l'évolution des produits en tant que tels, de leurs usages, réduire, supprimer des ressources, allongement de la durée de vie, accompagnement à l'usage. Et puis, tout ça, ça doit impacter également, c'est le temps qu'évoquait Agnès, le développement de nouveaux modèles d'affaires, que ce soit des modèles d'affaires autour de la seconde vie, autour de l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire la vente d'un usage plutôt que d'un bien en tant que tel. Un exemple qui nous paraît intéressant pour illustrer ça, c'est l'exemple de Forclaz. Forclaz, c'est la marque de trekking du groupe Decathlon qui a été créé en 2015 et qui a une vraie évolution en termes de durabilité de son offre, avec une première génération d'éco-innovation qui a été proposée, génération 1, qui travaillait principalement, si on reprend le schéma de gauche, sur tout ce qui est substitution, réduction, suppression de ressources, donc modification des matériaux qui allaient être utilisés, par exemple l'utilisation de polyester recyclé dans certains produits. Et puis, très vite, la marque s'est rendue compte que ce n'était pas suffisant, qu'elle allait se heurter à un plafond de verre en termes de réduction d'impact, notamment parce qu'elle restait sur un business model qui est un business model de volume. Et donc, elle est allée sur de l'innovation de génération 2, si on reprend les terminologies utilisées par Forclaz, sur les produits à travers une réflexion sur la durée de vie. Comment est-ce qu'on va faire pour augmenter la durée de vie de produits? Travail en amont sur la résistance des produits, sur la conception pour la réparabilité, sur le design qui se veut plus intemporel pour augmenter la durée de vie, et puis un travail en aval sur l'accompagnement à l'usage durable, donc comment accompagner le consommateur dans l'entretien de son produit et quels sont les services qu'on va pouvoir lui proposer en termes de réparabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces réflexions-là, qui étaient des réflexions sur le produit et l'accompagnement à l'usage, elles permettent aussi de travailler sur les nouveaux business models proposés par Decathlon et qui sont en plein développement autour de la location et autour de la seconde main. Ça, ce sont des voies d'évolution possibles en termes d'offres. Ce qui est important de rajouter, c'est que la durabilité de l'offre, c'est aussi des nouvelles paires de lunettes dès lors qu'on va s'intéresser au process d'innovation. Avec en entrée un point qui nous semble fondamental, c'est la réflexion sur l'utilité sociétale des offres qui sont développées. Est-ce que l'offre que je vais proposer sur le marché, je considère qu'elle va avoir un impact positif sur la société ou pas? Puisque une offre ou un service ou un produit qui est inutile socialement va rester inutile même s'il est éco-conçu. Donc, c'est un temps qui est en amont en termes de réflexion sur l'offre. Si on poursuit sur un deuxième temps en termes de mix, c'est celui de la communication, mais on va aborder le sujet de la communication responsable et efficace. L'idée ici, c'est de repartir un peu des grands enjeux de la communication et de voir les 3 grands leviers qu'a la fonction pour évoluer vers plus de durabilité. Si on part des enjeux, on sait que la communication est critiquée pour ses impacts directs et ses impacts indirects. Au niveau direct, toute action de communication, elle a un impact environnemental de par l'activité de production des supports, l'activité de diffusion également. À titre d'exemple, on a une étude qui est sortie, qui a été réalisée par le cabinet 55, qui a évalué l'impact CO2 d'une campagne de communication digitale moyenne qui intégrait notamment du display, de l'achat de mots-clés ou autre, et qui a quantifié l'impact environnemental à l'équivalent de 35 allers-retours Paris-New York. Un impact qui est quand même relativement conséquent. Et puis, on a aussi des impacts de la communication qui sont des impacts indirects, qui sont d'ailleurs les impacts, on pourrait dire, principaux, à travers l'incitation potentielle à de la surconsommation, la mise en avant de bénéfices de produits qui vont à l'encontre, finalement, de la transition, et le fait que la communication peut induire le consommateur en erreur sur les réels comportements qu'il doit adopter si on veut être dans une trajectoire compatible avec une transition écologique et sociale.
À partir de ces deux types d'impact, on voit déjà deux grands leviers qu'on va avoir dès lors qu'on s'intéresse à de la communication responsable. Le premier, qu'est-ce que c'est? C'est en lien avec les impacts directs de travailler sur de la sobriété et de l'éco-conception des actions de communication. Premier temps, c'est la sobriété, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dit pour l'offre. Est-ce qu'on a besoin de communiquer ou pas? Quelle va être l'utilité de cette communication? Puisque la meilleure manière de réduire l'impact, c'est de ne pas faire. Et dans un deuxième temps, c'est le travail sur la démarche d'éco-conception pour réduire l'impact environnemental des actions qui sont produites. À titre d'exemple, au niveau événementiel, l'ADEME accompagne les structures dans un diagnostic environnemental à travers un site de ADERE qui va permettre de faire le diagnostic de son événement et du coup de participer derrière à réduire son impact. Par rapport aux critiques sur l'impact indirect de la communication, le deuxième enjeu, c'est de travailler sur le contenu. Quelle est la responsabilité du contenu, à minima en se conformant à la recommandation développement durable qui est proposée par la RPP. Donc, un travail sur un contenu qui va être proportionné au regard des réels avantages du produit, qui va être proportionné au regard des réels enjeux dans la catégorie de produits au niveau environnemental et social, et puis une communication qu'on veut par la preuve, c'est-à-dire qui va donner aux consommateurs et aux différentes parties prenantes la possibilité de vérifier l'argument qui est émis. Ça, ce sont les deux leviers en lien avec les deux impacts. Et puis, on a un troisième grand levier qui montre la nécessité de la communication dans la transition, c'est sa capacité à accompagner les consommateurs vers des pratiques plus durables. Et ça passe par différentes possibilités. Le premier, c'est le travail sur l'imaginaire. Comment est-ce que la communication va participer à construire des imaginaires qui soient compatibles avec la transition et qui puissent l'accompagner? À titre d'exemple, vous avez sur le visuel une communication d'Oxybul qui participe à travailler sur l'évolution des stéréotypes de genre. Et puis, comment est-ce que, via la communication, on va pouvoir aussi accompagner au changement de comportement au plus proche de ces comportements. C'est ce que proposent toutes les techniques de nudge. Et à titre d'exemple, pour avoir un exemple rapide, vous avez sur le support les campagnes qui ont été menées par Ariel pour accompagner les utilisateurs sur l'aspect usage de leurs produits, puisqu'on sait que c'est le lavage à une température trop élevée a un impact en fait assez conséquent sur l'usage. Ariel a utilisé le pouvoir de sa marque pour accompagner les consommateurs vers un lavage qui soit un lavage à 30 degrés notamment. Et on retrouve sur ce slide les 3 grands temps de ce que c'est qu'une communication responsable. Alors, l'autre variable du mix, c'est la distribution des 4P. Alors, la distribution, en tant que distributeur, elle occupe vraiment un rôle clé, puisqu'il se trouve à l'interface entre les producteurs, donc en amont, les producteurs, les fournisseurs, et en aval avec le consommateur. Donc, il a un certain nombre de leviers qui permettent effectivement de réduire son impact ou de participer à accompagner aussi le consommateur, comme le disait Aurélie, dans un comportement plus vertueux. Alors, commençons par l'amont. Comme vous voyez sur le schéma, l'amont, c'est la relation avec les distributeurs, avec les fournisseurs. Donc, il y a un certain nombre de questionnements et d'arbitrage à faire, non seulement sur le référencement, sur le choix des canaux, de la longueur des canaux de distribution. Est-ce qu'on est plutôt sur un circuit court, un circuit long, un circuit ultra long? Et aussi sur les modes de transport. On peut aussi avoir comme Biocoop, par exemple, une charte qui dit la totalité de nos produits, fruits et légumes notamment, ne prennent jamais l'avion. Donc, il y a effectivement une réflexion sur les transports. Ensuite, le distributeur, il a en aval un lien direct avec le consommateur, que ce soit un distributeur
physique avec des magasins ou un distributeur digital au travers de son site web. Alors pourquoi? Parce qu'il est au travers de son magasin et ou au travers de son site web en capacité d'accompagner le consommateur vers des comportements ou des achats plus vertueux. Déjà par le choix de l'offre de produits, de l'assortiment de l'offre, on parle notamment d'une politique de choice editing où le distributeur en ligne ou hors ligne a la possibilité de ne pas vendre des produits qu'il juge trop impactants environnementalement ou socialement. Hein. On voit de plus en plus de distributeurs, notamment des distributeurs alimentaires qui décident de ne pas vendre certains types de poissons parce qu'ils sont en voie de disparition, ou la Biocoop qui a décidé d'arrêter de vendre des bouteilles en plastique au sein de ses magasins, mais il peut aussi avoir la possibilité de mettre en valeur au travers de ses magasins ou de son site de e-commerce des produits qu'il considère comme plus responsables. Par exemple, on le voit depuis La Redoute ou d'autres retailers comme Sephora qui, sur leur site internet, décident de mettre des stickers associés à des produits qui sont jugés comme plus responsables de manière à les valoriser visuellement et les rendre plus attractifs auprès du consommateur. C'est ce qu'on appelle le parcours d'achat. L'expérience en point de vente, c'est aussi le transport que va faire le consommateur, soit pour aller jusqu'au magasin, ce qu'on appelle le trajet consommateur, et ça aussi, d'un point de vue distribution, ça a un impact environnemental, mais aussi la livraison qu'il va choisir lorsqu'il va acheter sur internet. Le distributeur a la possibilité aussi, en utilisant la même technique dont parlait Aurélie, qui est la technique du nudge, d'inciter aussi le consommateur à choisir des livraisons qui sont plus vertes. Il faut savoir que plus une livraison est rapide, c'est-à-dire une livraison en 1 heure ou une livraison en 30 minutes, plus elle a d'impact en termes d'impact environnemental de CO2, puisqu'on ne rentrera pas dans le détail, mais on n'a pas une optimisation et une mutualisation des flux. Et donc, l'impact est beaucoup plus fort que si le consommateur attend quelques jours pour obtenir sa livraison. Or, quand on regarde aussi les motivations de livraison, on voit bien que la livraison en moins d'1 heure n'est pas la première motivation pour l'achat d'un produit en majorité. Donc, on peut travailler aussi sur des techniques de green nudge pour favoriser des livraisons plus vertes, mais aussi d'avoir toute une réflexion sur les retours produits, puisque l'impact environnemental de la distribution, quand le consommateur retourne ces produits qui ne lui plaisent pas, a aussi un impact environnemental assez fort. Donc, le distributeur, il peut aussi accompagner au travers du nudge, au travers d'une éducation, au travers d'une mise en valeur de produits plus éco-responsables dans le magasin ou en ligne pour accompagner vers des comportements plus vertueux. On arrive maintenant au dernier P du marketing mix, donc qui est le prix. Une question très opérationnelle, combien les produits durables devraient-ils coûter? D'abord, peut-être rappelons que le prix joue un rôle fondamental puisqu'il reflète la valeur de l'offre et il a un impact direct souvent sur les décisions des consommateurs, notamment en matière d'acceptation des offres durables ou à l'inverse, en matière de rejet de ces offres. Un prix élevé, souvent, peut renseigner le consommateur sur le fait qu'il y a une certaine garantie de prise en charge ou des questions environnementales et sociales, mais en même temps, ça peut parfois renvoyer un signal négatif dans le sens où on peut penser parfois que les offres durables sont destinées à une certaine élite. D'un autre côté, si on propose des prix bas, cela peut aussi dire quelque part qu'il y a des coûts cachés qui n'ont pas été pris en charge par la marque. Et cela peut aussi impacter les perceptions des consommateurs dans le sens où celui-ci peut envisager des conséquences négatives sur sa sécurité sanitaire ou encore en termes de préservation de la planète. Donc là, on évoque un point clé dans la politique de fixation de prix qui est les coûts. Dans une perspective de marketing durable, et comme le montre le schéma devant vous, on peut analyser les coûts selon 3 points de vue. D'abord, et peut-être d'une façon un peu plus classique, on a les coûts de point de vue de l'entreprise. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. D'une façon très classique, effectivement, il y a des coûts internes sur lesquels l'entreprise a souvent un certain contrôle, coûts de production, coûts de gestion des déchets, etc. Il y a les coûts externes, où là, effectivement, peut-être il y a moins de contrôle possible de la part de l'entreprise.
Ça peut être l'exemple d'une augmentation des cours mondiaux de la matière première. Mais je vais m'attarder peut-être un peu plus sur les deux autres types de coûts où là, effectivement, le marketing durable permet d'apporter une vision plus globale. On a les coûts du point de vue du consommateur. Je pense aujourd'hui, il est important de dépasser une vision assez simpliste qui consiste à dire que pour le consommateur, le coût, c'est le prix à payer et éventuellement tout l'effort et le temps passé dans la recherche d'informations. Il nous semble important, toujours dans cette logique de marketing durable, de reprendre l'approche du cycle de vie du produit qui a été précisée et de penser les coûts du point de vue du consommateur. Donc d'abord, avant la consommation, donc il y a cette phase pré-consommation, où donc là, effectivement, il y a des coûts d'achat. Ensuite, il y a la phase de consommation qui peut générer des coûts importants, les coûts d'usage, tout ce qui, par exemple, relève de l'entretien du produit, l'énergie nécessaire pour le faire fonctionner. Et puis, sur la phase post-consommation, donc là, effectivement, c'est très important en matière de marketing durable de se dire qu'une fois le produit ou le consommateur n'a plus l'utilité du produit, il peut y avoir des coûts liés à l'identification de solutions permettant de trouver d'autres voies permettant peut-être d'offrir une seconde vie au produit à travers des pistes de tri, de don, de troc, etc. Le dernier point, donc autour des coûts, donc là effectivement c'est même une originalité, en même temps ça semble une évidence, c'est la prise en compte des coûts de point de vue de la société. Il faut savoir qu'il y a des coûts cachés qui aujourd'hui ne sont souvent pas pris en compte par aucun acteur de la chaîne de valeur. Ces coûts sont essentiellement liés à des impacts environnementaux et sociaux, exploitation de ressources rares, par exemple, dommages à la biodiversité, mal-être animal, effectivement, tous ces coûts-là, il faudrait, et je pense que c'est le rôle du marketing durable aujourd'hui, c'est quelque chose sur laquelle nous insistons, c'est de dire qu'il faudrait que les acteurs, les marques prennent leurs responsabilités et prennent en charge l'ensemble des coûts générés tout le long de l'activité de production et de transport des produits. Donc, peut-être là un exemple pour vous donner une idée effectivement, pour vous donner une idée sur l'ampleur de ces coûts cachés, une étude du BASIC sur la plateforme pour le commerce équitable mentionne que pour 1 euro de valeur créée, il y a 70 centimes de coûts cachés qui sont générés. Après, ce qui est peut-être optimiste, ce qui est assez encourageant, c'est qu'il y a des enseignes qui ont pris cette question vraiment en main et mis en place des initiatives très prometteuses. L'exemple de l'enseigne allemande Penny, qui a mis en place depuis 2020 un système de double affichage. Donc, il y a le prix bas, souvent le plus faible, celui que les consommateurs vont payer en caisse. Mais à côté, et à titre d'information et dans un but de sensibilisation des consommateurs, il y a ce qu'on appelle le vrai prix, donc celui qui prend en compte la totalité des coûts, et notamment les coûts environnementaux et sociaux. Et voilà, à titre d'exemple, c'est vrai que la filière bovine est un exemple assez important qui permet de voir à quel point ce différentiel entre les deux prix peut être important. Donc, la démarche du marketing durable consiste vraiment à responsabiliser les acteurs, les amener à réfléchir à cette prise en compte des coûts cachés dans une optique, bien évidemment, de refléter un prix juste. Et c'est vrai, cette notion de justice liée au prix, elle est fondamentale. On ne peut pas, à la fois, comme l'ont évoqué mes collègues, proposer une offre durable, la distribuer peut-être d'une façon écologique, et puis proposer un prix qui serait un prix exagéré, par exemple, ou un prix qui ne prend pas en compte les questions environnementales et sociales. Ça serait effectivement quelque chose de dissonant. Et c'est à l'inverse de l'approche du marketing durable qui se veut une approche cohérente. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'un prix juste? Donc, comme le montre le schéma, on a à gauche tout le volet autour de la justice liée au prix en amont. Donc, cela concerne avant tout la répartition équitable des coûts et profits entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. D'une façon très simple, on a un ensemble de
d'acteurs qui ont contribué, que ce soit par leur force de travail, par des matières premières, par peut-être une certaine logistique, à créer une offre, il faudrait qu'à la fin, les recettes, l'output, soient répartis d'une façon équitable entre ces acteurs, y compris les petits producteurs, où on sait que ce sont des acteurs souvent lésés dans les chaînes de valeur, et notamment quand il s'agit de chaînes globalisées. Après, et en même temps, et par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure sur la question des coûts cachés, la justice liée au prix en amont a pour but de réduire les coûts cachés, les coûts écologiques, comme ça a été souligné tout à l'heure. Ça peut être à travers la mise en place de stratégies d'éco-innovation ou encore de socio-innovation. Puis, à droite, comme le mentionne le schéma, on a une justice liée au prix en aval. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est essentiellement une justice telle qu'elle est perçue par les consommateurs. Et là, c'est vrai que le marketing durable permet d'aller plus loin par rapport à des notions qui ont été largement diffusées dans le marketing classique, donc notamment le prix psychologique, c'est-à-dire combien les consommateurs sont-ils prêts à payer. Et là, on va s'attarder plus sur la façon avec laquelle les consommateurs évaluent les prix. Dans quelle mesure le prix est-il raisonnable, justifié, etc. Là aussi, on a des exemples d'entreprises qui s'inscrivent complètement dans cette approche de prix juste. Effectivement, si on souhaite convaincre le consommateur que ces prix, il faut le rappeler, souvent plus élevés des offres durables, sont justifiés, il faut passer par la transparence. Une transparence, par exemple, autour de la structure des coûts. On parle même de transparence radicale. Voilà, j'ai pensé à l'exemple d'Everline, qui est une entreprise américaine dans le secteur de la mode et qui, depuis 2011, a mis en place effectivement une stratégie de transparence. Et on voit clairement que le coût de revient n'est plus une information sensible à cacher. À l'inverse, ça devient une donnée à divulguer au grand public et ça donne bien évidemment l'objectif de garantir la confiance des consommateurs. Dans le même sens, je pense une marque qui parle au grand public, c'est Qui le patron, donc qui s'inscrit également dans cette logique de justice liée au prix, notamment pour garantir une rémunération suffisante pour les agriculteurs. L'avantage de la stratégie de prix de C'est Qui le patron, c'est qu'on permet aux consommateurs de décider eux-mêmes du montant de ce prix, donc afin de proposer un prix qui soit à la fois rémunérateur pour les agriculteurs, mais aussi juste aux yeux des consommateurs eux-mêmes. Pour clôturer maintenant notre exposé, donc, je vais revenir sur quelques éléments clés. D'abord, rappelons qu'il existe aujourd'hui différents facteurs, tout un écosystème qui pousse les entreprises à aller vers la durabilité. Je pense aujourd'hui qu'il serait difficile on met des doutes sur s'il reste encore un choix aux entreprises pour se dire j'y vais ou j'y vais pas. Je pense qu'il y a de plus en plus de lois et de réglementations qui sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de la responsabilité des entreprises. Il y a la pression des parties prenantes, en particulier les parties prenantes primaires, les actionnaires, les investisseurs. On parle de plus en plus de finances vertes. Il y a aussi la pression des salariés avec tout l'enjeu de la marque employeur. Et puis, il y a bien évidemment la prise de conscience grandissante, bien évidemment par rapport à ces questions écologiques, observées chez les consommateurs. Mais le choix de la durabilité n'est pas une question de contrainte. Je pense qu'il faudrait plutôt le voir comme étant une démarche qui est synonyme de différentes sources d'efficacité, notamment auprès des consommateurs et des clients, une opportunité de différenciation, une proposition qui devrait être en adéquation avec les sensibilités actuelles des consommateurs. Un point important en ce sens, c'est de se dire que le marketing durable n'a pas pour finalité de se limiter à la toute petite niche de consommateurs qui sont les plus engagés. Si on souhaite élargir le marché des offres durables, il faut absolument parler à tous les consommateurs, quelle que soit leur sensibilité écologique. Et en ce sens, le marketing dispose d'outils et d'approches permettant de placer efficacement les produits sur le marché, de mettre en évidence des bénéfices
qui dépasse l'aspect altruiste pour qu'effectivement tous les consommateurs puissent trouver un intérêt dans les offres écologiques. Un autre point clé, et comme nous l'avons développé tout le long de cette présentation, à travers effectivement l'approche renouvelée des 4 P du marketing mix, le marketing durable est un processus complet et cohérent qui réussit aussi quelque part et qui se base sur un effort supplémentaire qui est celui d'accompagner les consommateurs aussi dans cette transition en faveur de comportements de consommation durable. Et là aussi, je pense que ce que le marketing durable prône, c'est de dépasser aussi cette vision parfois un peu trop auto-centrée sur le consommateur et de prendre en compte la sphère élargie des parties prenantes de l'entreprise. Pour que le marketing durable puisse se développer et se concrétiser dans les organisations, cela demande bien évidemment un certain alignement stratégique. On le voit très clairement à travers des exemples d'entreprises. Lorsque la mission de l'entreprise, voire même sa raison d'être, est guidée par l'enjeu de développement durable, ensuite, la marque et puis toutes les déclinaisons du marketing mix vont être engagées dans cette orientation peut-être plus facilement que dans le cas d'entreprises moins engagées. Cela sous-entend aussi que les marketeurs vont devoir travailler en collaboration avec l'ensemble des services de l'entreprise. Enfin, il est important peut-être de souligner à la fin de cette présentation que le chemin vers un marketing durable n'est pas tout à fait simple. Il peut s'avérer complexe parfois et lent. Et pour réussir du coup cette mutation, la formation des marketeurs semble centrale afin qu'ils comprennent les réels enjeux de la transition, notamment ceux qui sont les plus liés à leur secteur d'activité, s'approprier de nouvelles approches et considérer de nouveaux outils. Merci à vous tous pour votre attention. Merci à toutes les trois pour cette présentation qui était excessivement claire. Je pense qu'elle a bien montré que marketing durable, ce n'est pas que de la communication, mais ça concerne bien les différents éléments du mix. Et vous l'avez, je pense, très très bien montré. Et puis j'ai envie de dire, ça donne envie, j'encourage ceux qui sont intéressés à acheter votre livre, parce qu'en 200 pages, vous rentrez vraiment dans les détails, et c'est vraiment très très agréable à lire et très instructif. Encore une fois, j'incite les gens à poser des questions sur l'interface questions pour ceux qui sont en direct. En replay, ce ne sera pas possible. Il y en a quelques-unes qui vont arriver. Je vois qu'Agnès surveille ça avec attention, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Peut-être le temps de laisser les gens poser des questions, mais j'en avais peut-être une, voire deux, qui est proche. Dans les exemples que vous avez donnés, y compris ceux dans le livre, il y a plein d'exemples intéressants, mais on ne trouve pas souvent les grands acteurs, les grands acteurs classiques du marketing grand public, les Nestlé, les L'Oréal, Unilever et autres. Est-ce que ces gens-là sont encore un peu loin de ces questions-là? Est-ce que vous, dans vos cours, dans les interactions que vous avez avec les entreprises, vous sentez que les grands majors, les usual suspects du marketing grand public, Apple et compagnie, elles commencent à regarder ça aussi sérieusement, ou est-ce que c'est encore à des niveaux de structure plus petites ou elles-mêmes plus engagées, parce que ce que vous avez dit à la fin en conclusion sur les clients, c'est aussi valable pour l'entreprise. Donc, est-ce que vous sentez que ça prend aussi dans les très grands groupes de marketing? Et deuxièmement, poser une question un peu d'organisation. Dans ces groupes, est-ce que vous sentez que les équipes marketing durable, c'est des équipes à part, donc il y a un marketing durable parallèle à l'autre, ou que ça commence à se fusionner, finalement, cette dimension durabilité est en train d'infuser dans les différentes fonctions et postes de marketing dans ces groupes? Peut-être deux questions d'organisation de mon côté. Et encore une fois, posez vos questions dans l'interface. Merci. Je peux peut-être donner quelques éléments très rapidement et puis laisser la parole à mes collègues. Alors, sur la question des grands groupes, effectivement, je pense qu'elles ne sont pas, elles n'ignorent pas du tout le sujet. Et nous, d'ailleurs, dans l'ouvrage, je pense que nous avons interviewé de grands groupes qui ont fini par créer parfois des marques spécifiques, notamment dans le cas de grands groupes multimarques. Donc là, il y a différentes logiques, par exemple, qui vont dans le sens de créer des marques tournées complètement durabilité. Et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes aussi
vis-à-vis de ces marques pour donner l'exemple, parce que plus on est gros, plus la capacité financière est importante, plus il y a un devoir d'exemplarité. Et puis effectivement, je pense même ces groupes-là sont conscients qu'il ne faut pas prendre du risque, effectivement, et voilà, faire l'objet d'un scandale, etc. Donc il y a un enjeu de réputation qui est très important. Et puis, sur le marketing à part, je ne pense pas, effectivement, tout le long de cette expérience d'ouvrage, on a interviewé et discuté avec plusieurs professionnels du marketing, en grande partie. Et l'idée, ce n'est pas du tout de dissocier, il n'y a pas un marketing classique d'un côté et le marketing durable de l'autre. De la même façon, c'est comme ça que nous l'envisageons sur le plan de l'enseignement. Il faut, à un moment donné, il n'y a pas forcément la piste de créer des cours sur le marketing durable. Il faudrait que ces enjeux de durabilité intègrent les logiques marketing et qu'on parle d'un marketing qui, de toute façon, doit être responsable durable. Voilà. Ouais. Et juste pour compléter, Jean-Michel, je trouve que, tu vois, à ProDurable, par exemple, il y a quand même de plus en plus de témoignages de grands groupes, y compris sur le marketing. J'ai assisté, je me souviens d'une des dernières conférences là, avec des intervenantes chez L'Oréal qui montrent comment, dans la mesure où le bilan carbone Scope 3 indique quelle est la part du consommateur dans les émissions de CO2, dans l'utilisation des shampoings par exemple, il va y avoir aussi toute une communication à l'attention des consommateurs. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui viennent des grands groupes. Chez L'Oréal, il y a des marques d'ailleurs plus engagées que d'autres. Je sais qu'il y a eu des formations déployées au niveau de toutes les équipes marketing. On reviendra sur le sujet de la formation dans un instant. Il y a des choses très intéressantes du côté d'Expansions, par exemple aussi, sur la suppression de certains produits, parce que le marketing responsable ou durable, c'est aussi arrêter de fabriquer des produits dont on voit bien les impacts, et notamment chez Expansions, ils sont en train de supprimer progressivement les lingettes. Enfin, voilà, il y a de plus en plus d'expériences. Et pour vous, et pour aller dans votre sens, Siem, on est bien d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas de faire une niche avec quelques offres responsables et puis que les autres continuent à être dans le business as usual, quoi. Il s'agit bien progressivement d'infléchir toutes les practices. Et d'ailleurs, du coup, j'enchaînerai sur ma question à moi, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur la formation? Qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises qui sont là, par exemple, et qui se disent il faut qu'on fasse basculer nos équipes marketing? Ça passe par quoi? Alors, je démarre à l'UNCM, où vous complétez. Alors, on pense qu'il y a 2 temps. Le premier temps, c'est déjà une formation en profondeur sur les enjeux, c'est-à-dire une bonne connaissance des enjeux écologiques sous-jacents. Qu'est-ce que c'est quels sont vraiment les réels enjeux en termes de réchauffement climatique, en termes de biodiversité? C'est quoi les enjeux sociétaux qu'il y a derrière, en fait? Quels vont être les effets derrière pour la société et pour une entreprise? Donc, il y a vraiment une vraie compréhension en profondeur de tout ça. Ça, c'est la clé. Pourquoi c'est la clé? Parce que ça peut éviter derrière de mettre en place des actions qui sont un peu hors sujet. Donc ça, c'est déjà un premier temps. Et puis après, il y a un deuxième temps qui est un temps métier, à savoir si on est dans le cadre du marketing, il y a plein de sujets. Il y a le sujet qui vous compléterez, Adeline et Siem, il y a un sujet phare qui est celui de l'offre, puisque c'est le cœur. Donc, c'est vraiment des sujets autour de l'éco-innovation, les process d'éco-innovation. Dans éco-innovation, il y a éco-conception et ACV, donc des formations aussi là-dessus pour être capable de lire des données ACV et aussi de bien comprendre les limites que ça a dans les process pour que ça soit un outil parmi d'autres. Donc, des formations là-dessus, des formations sur la com responsable aussi. Donc, voilà, on pense qu'il faut allier à la fois un temps sur les enjeux pour avoir une bonne compréhension et pas mettre en place des actions qui sont hors du sujet. Et puis, un deuxième temps sur la formation métier. Ok, merci. Il y a peut-être des compléments parce que je voulais vous lire quelques questions du chat, mais…
Je complète juste Oui. rapidement. C'est vrai qu'effectivement, cette question de formation, elle est cruciale. Elle concerne les professionnels, nos enseignants-chercheurs, nos étudiants. Et je pense en ce sens, notamment au sein de l'Association française du marketing, il y a aussi différentes initiatives qui sont là et qui sont complètement ouvertes aux professionnels. Et à l'inverse, je pense qu'il y a un enrichissement global qui se produit dès lors qu'on on fait rencontrer à la fois les chercheurs et les praticiens. Il y a des journées, par exemple, autour du marketing et développement durable. Il y a des tables rondes qui sont organisées. Il y a une série d'ateliers d'éclairage sur le marketing positif, une sorte de webinaire qu'on a mis en place et qui vont là reprendre à partir du mois de mars et qui font confronter chaque fois un professionnel, un chercheur autour d'un sujet spécifique. Et c'est en ligne, c'est 1 heure de temps et c'est ouvert à tous. Et donc, je pense que nous avons tous, quelque part, notamment les acteurs concernés, un devoir pour diffuser au plus ces enjeux de durabilité et pour arriver à augmenter en compétences et faire augmenter en compétences tous les acteurs aussi concernés. Je me Et permets alors, donc, il y a deux. juste d'ajouter, il y a un élément mais qui est sous-jacent aussi dans les propos d'Aurélie, c'est le côté multidisciplinaire. C'est-à-dire que les formations, c'est des formations marketing, mais attention, c'est aussi des formations qui vont être plus proches des filières, par exemple, pour comprendre un peu les systèmes d'approvisionnement, ce que c'est qu'un impact carbone. Enfin voilà, il y a une dynamique multidisciplinaire et donc c'est un peu ce dont on parlait au début en introduction, hein, cette ouverture de la discipline à d'autres disciplines qui nous semble essentielle. Par exemple, vous parliez de L'Oréal. L'Oréal qui est assez engagé, ils ont aussi mis en place un certain nombre de KPIs directement avec les équipes marketing pour que les équipes marketing, elles avancent sur un certain nombre de métriques qui ne sont pas uniquement des métriques de niveau de vente, qui sont aussi le budget investi dans des projets à impact, etc., directement en lien avec la comptabilité. Donc, il y a cette multidisciplinarité qui nous semble essentielle. Il y a une question d'ailleurs, enfin, c'est pas exactement la même idée, mais il y a une question sur le fait que vous ayez ou pas observé des collaborations entre entreprises d'un même secteur plutôt qu'elles ne fonctionnent en silo. Est-ce qu'il y a des exemples de collaboration, voire de coopétition, je ne sais pas comment on dit, non, dans du marketing B2B? C'est une bonne question. Alors, c'est quelque chose qu'on pousse, j'ai envie de dire, nous, dans nos formations, de manière extrêmement forte, hein, cette cooptation et notamment ce travail avec les différentes entreprises. Je vois, nous, par exemple, on a un cours qui s'appelle Consulting Project for Impact, où on fait coopter, collaborer, en fait, une start-up avec une grande entreprise. Et ce n'est pas des logiques de challenge, c'est vraiment des logiques de coélaboration ensemble. J'ai envie de dire, il y a cette collaboration, elle est extrêmement forte dans les mouvements, notamment les mouvements Bicorp. Il y a des collaborations entre les entreprises pour avancer dans le même sens. On a des mouvements autour de la mode, par exemple, qui s'appelle En mode climat, où c'est vraiment cette collaboration entre les entreprises pour avancer autour des sujets d'impact. Et effectivement, je pense, Agnès, vous avez raison, c'est un élément qui est assez central, hein, cette idée de collaborer plutôt que d'une démarche de compétition pour pouvoir avancer dans le même sens ensemble. Ça existe aussi dans les fédérations professionnelles, par exemple. Ouais. Il y a 2 autres questions. Peut-être juste complète un petit point, notamment par rapport à la question du prix et de la prise en charge des coûts cachés. C'est vrai que cette idée de collaboration, elle est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas envisager qu'une seule entreprise décide de prendre en charge les coûts cachés. Du coup, ça impacte les prix de vente et elle va effectivement se trouver défavorisée par rapport à ses concurrents. Donc, pour qu'on vraiment cette question puisse être prise en considération et d'une façon pertinente et le plus rapidement possible, il faut que ça passe vraiment par un effort collectif. Il faut que tous les concurrents, à un moment donné, s'alignent et décident de prendre en charge collectivement ces impacts environnementaux et sociaux. Ouais, très intéressant. Il y a une question aussi de Sonia sur le fait, est-ce que vous avez abordé les effets des phénomènes psychosociaux liés à l'engagement du consommateur dans le développement durable et ces phénomènes étant variables? Alors, sur ce sujet, oui, on a tout un chapitre qu'on n'a pas forcément développé ici sur le comportement du consommateur, qui est quand même le fondement si on veut accompagner vers des pratiques plus durables, dans lequel on aborde à la fois les freins et les leviers
à utiliser pour faire basculer les pratiques vers des pratiques plus durables. Et parmi ces freins et ces leviers, on traite bien entendu de tout ce qui est facteurs sociaux, influence sociale, désirabilité sociale, puisqu'on sait que c'est un vrai sujet, à la fois par rapport à des stéréotypes que des consommateurs peuvent avoir autour de ce qu'est un consommateur responsable et qui vont essayer plutôt de se dissocier de ce groupe-là. Il y a des recherches qui ont montré que c'est super intéressant, différents types de stéréotypes. Le consommateur responsable qui est perçu comme rabat-joie, comme snob, comme ermite, comme intégriste, et qui font qu'on va avoir tendance à rejeter ce groupe et donc ne pas consommer de cette manière-là. Donc, on traite un de ces effets dans le livre. On les aborde à la fois d'un point de vue frein. Si on prend un autre exemple, il y a l'exemple qui est intéressant des stéréotypes de genre aussi, hein, les produits green qui sont perçus comme beaucoup plus féminins et qui font que quand un homme, donc ça, il y a des recherches qui ont montré ça, hein, quand un homme va sentir sa virilité menacée, il va avoir tendance à plus s'orienter vers du produit non green que du produit green. Donc, tous ces aspects identitaires, ces aspects psychologiques, on les a traités. Et puis, on essaye d'aborder justement comment est-ce qu'on peut utiliser la norme sociale, notamment ce qui est beaucoup utilisé dans les green nudge, et d'autres éléments pour influencer vers des comportements plus durables. Et Sonia, qui travaille aussi sur la création de valeur, dit-elle, voudrait savoir si vous avez pris en considération la notion de valeur co-créée entre la marque et le consommateur, qu'elle mérite de les lier. Alors oui, on la prend en compte comme un levier effectivement, qui permet de valoriser des produits durables en fait, et notamment par exemple Asphalt, cette marque de mode, est vraiment dans cette dynamique de co-création en amont, hein. Donc la marque de mode Asphalt, vous pouvez acheter les produits mais uniquement sur commande, donc ça suppose un délai d'attente qui est extrêmement fort, et elle a une communauté avec laquelle elle travaille de manière très étroite, pour avancer sur le produit. C'est qui le patron? C'est exactement le même système, hein, de co-création. Ils questionnent les consommateurs, etc. Et nous, un des points forts, hein, c'est que la co-création, elle est un moyen de rassurer le consommateur et de l'engager vers une consommation plus vertueuse. Donc, effectivement, il y en a d'autres, hein, des leviers, mais la co-création est un levier assez fort. Pour compléter rapidement, effectivement, c'est aussi la co-création, c'est aussi un moyen pour lever des freins à la consommation durable. Et c'est vrai, ce qui nous intéresse en marketing durable dans l'ouvrage ou d'une façon plus large, hein, afin d'arriver à élargir ce marché des produits durables, c'est aussi d'identifier les freins et de pouvoir effectivement mettre en place des actions pour pouvoir les surmonter. Et on a observé que dans le cas d'un certain type de produits, les consommateurs sont parfois un peu sceptiques par rapport à des matériaux alternatifs, par rapport à des matériaux écologiques dans le luxe ou ailleurs. Et effectivement, le fait d'impliquer le consommateur dans la conception, par exemple, de l'offre permet d'augmenter l'acceptabilité du produit à la fin et donc, par conséquent, encourager la consommation de ces produits écologiques. Et dans la co-création, votre livre est un bon exemple puisque vous êtes toutes les trois de 3 institutions de formation différentes. Autre exemple de belle coopération. Et il y avait une petite question très pratico-pratique. Merci Jean-Michel. J'imagine que le livre est toujours en vente. Est-ce qu'il est accessible de manière numérique? Et les questions pratiques, hein, mais ça prouve que vous avez des futurs lecteurs. Donc toujours en vente et valable, on peut le trouver de manière numérique? Alors, il est toujours effectivement en vente. Est-ce qu'il est disponible de manière numérique? C'est une excellente question. On peut poser la question à notre éditeur. Mais on posera la question à l'éditeur et je n'en suis pas certaine. Une version électronique, oui, parce que mon institution vient de commander pour les étudiants des versions électroniques. Donc ça, je le sais. On a la réponse. Ouf, voilà. Donc la réponse est oui. Et juste pour répondre à la question de Priscilla qui demandait s'il y avait un benchmark pour les entreprises qui veulent s'orienter dans le green marketing, moi je pense à la plateforme qu'a créée David Garbous avec l'ADEME, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable, oui, et qui présente des tas d'exemples d'excellentes pratiques. Il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Je vous mets le lien si vous voulez. Je laisserai nos auteurs répondre peut-être.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y a ce site qui est disponible. Il y a un site plus largement de l'ADEME, hein, qui est un site alors qui est marketing et communication responsable, sur lequel on retrouve quand même un panorama intéressant des initiatives. Et puis, on trouve beaucoup de choses dans notre ouvrage également. Je me permettrai aussi d'ajouter un point essentiel pour Priscilla, hein, c'est que attention au benchmark en fonction des entreprises. En fait, l'impact, la stratégie marketing durable mise en place par une entreprise, elle va dépendre beaucoup au départ de son impact, en fait. Où est-ce qu'elle a le maximum d'impact? Comment est son offre de produits, etc. Donc, à vouloir faire du benchmark et comparer, hein, avec d'autres stratégies, on risque de perdre l'objectif premier, hein, qui est de réduire son impact environnemental ou social, ou de développer plus éco-responsable. Et peut-être, je voulais juste revenir sur les questions de Jean-Michel tout à l'heure sur est-ce que les grands groupes avancent, est-ce que c'est quelque chose qui est complètement séparé? Pour dire, enfin, les grands groupes avancent et avancent bien. Alors, si on reprend juste en 1 minute, ah oui, et puis je vois que le temps, si on revient sur ce qu'on a évoqué sur Decathlon, Decathlon qui est quand même un business model complètement fondé sur le volume, avance à grands pas. Et si je reprends à ce que nous dit chef de produit, que nous dit le leader seconde vie chez Decathlon, c'est que désormais, quand on est chef de produit chez Decathlon, l'expérience de réparation, d'abonnement, de location, ça fait partie des responsabilités. Donc, il y a une évolution aussi du métier de chef de produit et il y a de nouveaux métriques. Decathlon, c'est à l'heure actuelle 5% de chiffre d'affaires durable et c'est des objectifs 2025, il me semble, à plus de 15%. Donc, ça évolue et ça évolue relativement rapidement. Et pour aller dans le sens de un sujet qui intéresse beaucoup de monde, on a réalisé tous les 5 une tribune pour la HBR en décembre dernier, sur la base de votre livre. Et c'est, je crois, la 4e plus lue du mois de décembre, ce qui est plutôt bien, sachant qu'elle a été mise en ligne le 15 décembre, donc à la moitié du mois. Et je pense qu'entre 25 décembre et 31 décembre, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont lu. Donc, ça prouve que c'est vraiment un des sujets phares et des sujets d'intérêt qu'on en a aujourd'hui. Je pense qu'on est arrivé au bout de l'exercice, 1h01. On avait dit qu'on tenait le temps. Donc, un grand merci à toutes les trois, Siam, Aurélie et Adeline, pour le webinaire, pour votre livre. Et avec Agnès, on vous dit encore bravo, puisque c'était vous, donc, les grands lauréates du prix 2022 Syntec FNEJ sur le livre de management. Donc, un grand bravo à toutes. Merci beaucoup. Et puis, aux prochaines aventures des prix Syntec. Au revoir. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.